Dans l'Info Soir, bonsoir, messieurs, mesdames. Merci de suivre ce journal que nous ouvrons par les couleurs du ciel. Après plusieurs mois marqués de canicule, la saison des pluies s'installe progressivement dans plusieurs localités du Niger. Ibrahima Abdoulaye et Adam Amadou Abdelaziz se sont référés au service de la météorologie pour dresser la situation de leur reportage. Il ressort de fortes pluies enregistrées lors de la première décade du mois de juin. Dans certaines régions, la deuxième décade, elle reste pratiquement humide avec des quantités de pluie assez importantes le long de la saison. Regardez. La saison hivernale s'annonce sous de bons auspices cette année. Les conditions météorologiques observées ces derniers jours laissent entrevoir des perspectives favorables en matière de pluviométrie. Selon les services de la météorologie nationale, la situation actuelle est marquée par une importante présence d'humidité dans l'atmosphère, un facteur qui favorise la formation de nuages et précipitations. Des précipitations assez importantes ont été enregistrées, surtout sur le sud des régions de Zender, Maradi, Tawa et sur les régions du fleuve. Et au cours de la première décade du mois de juin surtout, où on a eu quand même une série de systèmes pluvieux orageux qui ont arrosé toute la bande agricole. Et ces systèmes-là ont le plus souvent pris naissance sur le sud d'Amagaram. Et ces systèmes-là ont évolué vers l'ouest pour intéresser les régions de Maradi, et Tawa, Dosso, Niamey et Tillabéri. Et cette bande agricole cadre autour de la période de la deuxième décade du mois de juin, c'est-à-dire entre le 10 et le 20 juin. On considère que c'est la période optimale pour que cette bande agricole-là puisse, que les producteurs puissent s'aimer. Et avec les quantités que nous avons reçues, je pense qu'il n'y a pas un autre conseil à donner aux producteurs. Ils connaissent mieux que nous. Ils ont eu des quantités assez importantes et ils se sont donnés aux activités champêtres. Nous avons prévu quand même une situation ou bien des cumuls pluviométriques normaux à tendance excédentaire au cours du mois d'avril, au cours de nos prévisions. Donc, ce qui veut dire tout simplement, on s'attend quand même à une saison d'hivernage avec des quantités de pluie assez importantes et qui peuvent aller au-dessus de la normale que nous avons l'habitude d'enregistrer. Parallèlement à ces précipitations, certaines localités ont enregistré des vents parfois violents lors des premières pluies de la saison. Un phénomène que les spécialistes jugent normal à cette période de l'année. Les vents violents, les vents forts, ça c'est les caractéristiques même du climat du Sahel de façon globale. Pourquoi ? Parce qu'en début de saison, après 9 à 8 mois de saison sèche, le sol est déjà sec. Le système se déplace avec un minimum de 50 km/h. Ça, c'est 50 km/h, le gros système. Mais dans le système, il y aura aussi des parties où des vents seront encore plus violents. En début de saison, ces systèmes-là, au lieu de se développer ou bien d'avoir des quantités de vapeur d'eau plus importantes, non, il y aura le vent qui prendra le dessus, surtout au devant du système. Mais ça, c'est en début de saison. Maintenant, lorsque nous avons eu 2 grandes pluies sur la bande agricole, vous allez voir à partir de juillet, ça va commencer à diminuer parce que le sol est déjà humide. Face à l'installation progressive de la saison hivernale, les spécialistes appellent la population à la vigilance afin de limiter les risques liés aux intempéries. L'appel qu'il faut faire du début de la saison sera toujours marqué par des vents violents, également par des pluies torrentielles. Et les types de nuages en début de saison qui donnent ces genres de pluie, n'est-ce pas, sont là, ils sont déterminés, ils sont définis. Et lorsque, la météo, n'est-ce pas, diffuse ces informations, lorsque la météo informe qu'il y aura un système pluvieux orageux accompagné de vents violents ou de vents forts, ou bien il y aura des éclairs, ou bien il y aura, la foudre, ce sont des éléments qui sont accompagnés dans le système pluvieux orageux. C'est parce qu'il y a un type de nuage qui va donner cette typologie de pluie. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'il y a ce genre de système, il faut vraiment se mettre à l'abri. Parce que les systèmes qui viennent, rien que les vents forts peuvent faire trembler la maison, à plus forte raison, peuvent emporter les toitures. Et ces vents-là peuvent aussi, le fait que les vents-là viennent, on l'a vu ça même à Niamey, avec une certaine vitesse, il y a des débris que ces vents-là transportent. Donc le plus souvent, il peut y avoir des dégâts sur des véhicules, sur des espaces. Donc il faut vraiment se mettre à l'abri. Deuxièmement,
c'est par rapport aux pluies diluviennes. Lorsque nous sommes dans des constructions qui sont fragiles et que nous avons 30-45 minutes, parce que la pluie d'avant-hier, elle a fait au moins 2 à 3 heures de temps en train de tomber sur toute cette bande-là. Donc, le plus souvent, surtout si c'est des maisons en bon cours, le plus souvent, ça a des impacts. Parce que quand l'eau coule doucement, ça peut avoir des conséquences et peut avoir vraiment des personnes qui peuvent se blesser, voire même des décès. La météorologie nationale du Niger invite ainsi les populations à suivre régulièrement les informations diffusées et à adopter les mesures de précaution nécessaires tout au long de la saison pluvieuse. Les épreuves écrites du brevet d'études professionnelles BEP ont officiellement débuté sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs centaines de candidats se sont rendus dans les centres d'examen pour composer. On en sait plus avec Ibrahim Abdoulaye et Rahila Ibrahim. Les examens du brevet d'études professionnelles BEP session 2026 ont démarré ce lundi 15 juin 2026 dans les différents centres d'examen de la ville de Niamey. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves selon les jurys. L'examen se déroule normalement sans aucun problème. On n'a pas rencontré de difficultés, que ce soit matérielles ou financières. Donc le jury compte 352 candidats avec 3 filières. Il y a la construction métallique, la MEI, maintenance informatique et électronique. Donc nous avons la TAA, la transformation agroalimentaire. Nous avons bien démarré les épreuves à partir de 8 heures le lancement avec l'épreuve du français. Pour le moment, du début jusqu'à la deuxième épreuve, on n'a pas constaté vraiment des difficultés majeures. Vraiment, tout se déroule normalement, en tout cas au niveau du centre-là. Les petits retards, ça c'est tout à fait normal par rapport à l'élément, à la position du centre et les différents quartiers de Niamey. Nous avons un effectif de 339 candidats. C'est une seule filière électricité industrielle répartie dans 8 salles. Ce que j'ai comme appel, c'est le travail personnel individuel. Vraiment, c'est un diplôme. Le diplôme, ça se mérite. On doit s'appuyer sur ses propres efforts. Du côté des candidats, le sentiment est partagé entre stress et confiance. L'examen, ça se passe très bien. On a bien commencé aujourd'hui vraiment avec l'épreuve français et mathématiques. Vraiment, ça s'est très bien déroulé en tout cas. L'appel que je vais lancer à l'endroit de mes camarades, c'est de leur dire de se dire aujourd'hui, l'examen, ce n'est pas seulement venir composer, mais il faut aussi garder l'esprit froid. Il faut bien réviser et il faut vraiment surtout faire attention à le stress parce que la peur, ça détruit. Il faut vraiment bosser. L'examen, là, ça va. Là. Décourageant. Là, le BP, là, c'est un peu bon. Quoi. Les épreuves sont bonnes. Quoi. Cette première journée s'est déroulée dans un climat serein et organisé. Entre espoir, détermination et concentration, les candidats restent mobilisés pour affronter les prochaines épreuves. Rôle des leaders religieux dans le processus de refondation engagé au Niger dans un contexte marqué par la quête de paix et de cohésion sociale, ces figures d'autorité spirituelle et morale multiplient les efforts de sensibilisation pour accompagner ceux des autorités de la refondation. Entre prêche, conseil et médiation, ils s'imposent comme des acteurs clés dans la consolidation de l'unité nationale. D'autres précisions avec Momansani Hassan des Zaradine Ali. Dans les mosquées, les églises et les autres lieux de culte, les leaders religieux transmettent régulièrement des messages de paix, de cohésion sociale pour le développement du pays. Dans cette dynamique, leur proximité avec les fidèles permettra de jouer un rôle essentiel de l'éducation morale et civique des populations dans le processus de la refondation. C'est d'abord d'enseigner le vrai visage de l'islam, la religion de paix, la religion de travail, mais aussi de sensibiliser la population, que ce soit dans le sermon ou au cours d'autres prestations, à observer les valeurs, toutes les valeurs sociales et surtout le civisme. Parce qu'on est dans une période où chacun doit apporter le sien et un musulman doit être militant
Notre mission première est de promouvoir les valeurs de paix, de justice, de tolérance et de cohésion sociale qui sont les fondements de toute nation forte. Aujourd'hui, les leaders religieux doivent sensibiliser les populations à l'unité nationale, au respect des institutions et au vivre ensemble. À travers nos prêches, nos enseignements et nos conseils, nous encourageons les citoyens à adopter des comportements responsables et à contribuer au développement du pays. Pour ces leaders religieux, la refondation passe avant tout par un changement de comportement, le renforcement du civisme et l'engagement de chacun. La refondation commence d'abord par le travail dans l'esprit pour apporter des changements de mentalité dans la vie du peuple à travers les sermons. Donc c'est pourquoi l'Église, elle joue ce rôle-là d'enseignement, d'éducation et en même temps d'instruction par rapport à certaines valeurs. Donc il faut revoir et si possible, donc améliorer ou bien si possible aussi les retrancher dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie économique aussi de la nation. Donc raison pour laquelle l'Église, à travers les sermons, attire l'attention du peuple de Dieu par rapport à tout ce qui sera fait pour le bien du peuple, pour le bien de la nation, pour une bonne marche de notre société, pour apporter les remèdes et les remédiations qu'il faut pour une société saine, pour une société en bonne santé. Dans le contexte actuel où nous savons qu'il y a des crises un peu partout, des tensions un peu partout et surtout des tentatives de division sur le plan social, en s'appuyant des fois sur la religion, notre appel envers les fidèles, c'est de rester constant. Constant par rapport à l'enseignement donné par la parole de Dieu, la Bible. Lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, là, nous allons marcher en harmonie les uns avec les autres, dans l'amour, dans la fraternité, en étant compatissants les uns envers les autres, quelles que soient les divergences, quelles que soient les différences que nous avons. Nous sommes appelés à refonder ensemble le pays. Donc, chacun peut jouer sa partition dans sa sphère de responsabilité. Acteurs incontournables de la société nigérienne, les leaders religieux entendent poursuivre leur mission d'éducation morale, de sensibilisation et de promotion du vivre ensemble. Une contribution qui, selon eux, demeure essentielle pour bâtir un Niger uni, paisible et prospère. Et dans un autre registre, les emballages en sachets et récipients sont devenus incontournables pour le transport et la conservation des aliments. Pourtant, derrière cette facilité apparente se cachent de nombreux risques pour la santé. En effet, sous l'effet de la chaleur, certains plastiques, du moins, peuvent libérer des substances nocives susceptibles de contaminer les aliments et d'exposer les consommateurs à des risques sanitaires. N'est-ce pas, Ibrahima Abdoulaye et Lelatou Ayouba Tini? Dans les rues de la capitale, de nombreux aliments sont servis chauds et directement conditionnés dans des sachets plastiques. Riz, sauces, grillades et galettes sont entre autres aliments qui entrent dans ces registres. À Niamey, la pratique est courante mais aussi périlleuse. Selon les professionnels de la santé, ces sachets sont le plus souvent source de contamination toxique. Vous avez l'exposition de boissons comme les biawata, comme les boissons sucrées, comme les eaux minérales. Vous avez également l'utilisation des ustensiles de cuisine en plastique pour manipuler les repas chauds. Donc c'est des pratiques qui sont devenues banales, mais qui constituent un danger pour notre santé. Pourquoi un danger? Parce que le plastique est fabriqué à partir du pétrole. Donc c'est du pétrole mélangé avec d'autres substances chimiques, donc qui est cuit à 200-400 degrés Celsius pour obtenir le plastique. Et ces plastiques, une fois en contact avec la chaleur, donc les repas chauds, libèrent des substances chimiques donc, qui vont s'accumuler au fil des années jusqu'à atteindre un seuil pour déclencher des maladies. C'est des substances chimiques qui sont invisibles et qui ne se font sentir que très longtemps. Une femme qui est enceinte, qui utilise un repas chaud qui est en contact avec le plastique, va contaminer son bébé à travers le placenta. À partir de maintenant que les gens prennent conscience que
toutes ces maladies bizarres, le problème de cancer, le problème des règles douloureuses, le problème de malformation des jeunes, des féminisations des garçons sont en partie liées à ces substances-là. Donc c'est maintenant que nous devons prendre conscience et changer d'habitude, changer de comportement. Plus accessible et peut-être même plus pratique, les sachets plastiques, malgré les dangers liés à leur utilisation, ont aujourd'hui basculé les habitudes des populations, qui jadis les conditionnaient dans des matériaux naturels ou plus adaptés. Dans l'ancien temps, ce sont des produits qui sont à notre portée et qui relèveraient de notre environnement immédiat, tels que les calebasses, par exemple, les louches, mais aussi les calebasses ont plusieurs formes. Il y a ceux qui ont la forme du 8, par exemple le gandama, que les bidons aujourd'hui ont remplacé, dans lesquels on conservait du lait, on peut conserver de l'eau pour faire même ces ablutions. Et lorsqu'on voyage, on transporte de l'eau dedans, ou ça bouillit, ça boule, si vous voulez, ou encore son aliment. Dans les calebasses, c'est ça qui conservait les aliments à la maison. Et ça permet à l'aliment de se retrouver dans son état ambiant d'un point de vue naturel. Nouvelle habitude n'est donc toujours pas bonne habitude face aux dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques dans le conditionnement des aliments. Il faut donc changer d'attitude et revenir à des moyens plus sains. Les recommandations à faire, c'est d'utiliser des matériaux donc, qui ne libèrent pas de substances chimiques dans les repas, en contact avec la chaleur. Par exemple, le feuille du bananier peut être utilisé dans beaucoup de cas d'emballage. Vous avez l'utilisation des louches en bois, des louches en calebasse, des louches métalliques. Vous avez aussi des paniers en bois, des paniers métalliques aussi qu'on peut utiliser. Face à cette situation, les spécialistes appellent à un changement de comportement et une sensibilisation des populations sur les risques liés à ces pratiques. L'adoption des solutions alternatives pourrait ainsi contribuer à réduire les risques, protéger la santé des consommateurs et protéger l'environnement. La rubrique culture vous amène ce soir à la rencontre de l'orchestre Zamanoudo, une des formations musicales contemporaines du Niger, réputée pour ses performances scéniques énergétiques et sa modernisation des rythmes traditionnels nigériens, notamment ceux de la musique Jarma. Abdoulaye Moussa et Abdrazak Amadou pour le reportage. Porté sur les fonds baptismaux aux heures chaudes de la lutte pour la sauvegarde de la patrie au Niger, l'orchestre Zamanoudo porte avec brio les ambitions d'engagement et de distraction des Nigériens, ce qui en fait l'un des groupes musicaux les plus en vogue du moment. À travers ses musiques d'ambiance et d'éducation des couches sociales, Zamanoudo sensibilise sur diverses thématiques dans un savoureux mélange de tradition et de modernité, le tout sur un fond musical qui repose sur la culture et les traditions des communautés nigériennes. ai lokaci baba kaina ai wodon parce que ai sintin musique za en 2012 13 14 kulay go musique ra kan ai tumu sai ni mai banda naitu donc mes musique mo ai mo batterie non da musique mais so ai ko kor chanteur no bore ge be da ai gudon no. Cet orchestre fascine par l'agilité des guitaristes et du batteur. Chosiaro, le leader vocal du groupe, présente également un style original qui constitue à la fois une véritable source d'inspiration et un facteur de mobilisation, de détente et de galvanisation des foules, notamment au niveau des carrefours de Niamey avec les comités de veille citoyenne. Il ne va morceau tayi fote irga bore sensibiliser borkulu mutunga kai parce que labo mante wal filan hinna
matkan soja tunga kai igoge iri gamba no hauzunda ya no irmo irgi him katun irmi di ise ai da ti bazi soka guitar bass na gijo guitar ai ni sintin entre 2012 2013 deno no telbier deno il ko for do akina iga sambay for guitariste for gon kan signet tahiru kula ne se no ya o kanin se deno na ai zahin sintin gite avant ay ka une soirée de jour et quand il jouait ay ka une soirée de vraiment inde irma match do hal kason quoi bon wat kolu ero yasin yang igine se muka yindi se ko ne bay kul stade mo to lokocho noto donc son ko lokocho to binde ay kazama nodo. Salim Mohamed alias Ero Maxa est un autre génie du groupe. La batterie n'a aucun secret pour le chef d'orchestre et comme tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Il trouve assez facilement les mots pour nous décrire les ambitions du groupe. Le groupe Zamanodo a été créé le 23 juillet 2023, oui. Et on est des jeunes qui se connaissent, qui se trouvent, on est des amis du même quartier, donc tu vois, non? Donc je me suis dit, hey, les amis, les gars, venez, pourquoi pas se réunir et puis former notre propre groupe. Dès que tu écoutes les morceaux du Zamanodo, c'est des sons, c'est des messages qu'on lance. L'album est en cours, il y a 3 titres qu'on a pu lancer et qu'il y a 2 autres encore qu'on a travaillé mais on n'a pas pu les lancer, mais on a travaillé, maintenant c'est sur TikTok, sur toutes les pages. Zamanodo veut ainsi révolutionner la musique urbaine au Niger. Les débuts du groupe sont assez édifiants et l'avenir s'annonce plus électrique avec beaucoup de surprises à la clé. Voyons, avant de refermer ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité hors de nos frontières, ce qui nous amène en République démocratique du Congo, précisément dans la localité de Bunia, où l'épidémie d'Ebola compromet l'activité économique. En Afrique du Sud, près de 2745 immigrés quittent le pays. Au Mozambique, la crise de carburant au Moyen-Orient maintient les pêcheurs. Et enfin, en Somalie, où l'arbitre Oumar Artan touchera son salaire complet après son refus d'entrer aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026. La sélection est commentée par Hima Saïbou. À Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola, en République démocratique du Congo, peu de gens veulent prendre le risque de sortir de peur d'attraper la maladie. Bien que les bars et les clubs restent ouverts, ils peinent à attirer beaucoup de monde. Le personnel fait de son mieux pour endiguer la propagation de la maladie en installant des stations de lavage des mains et en fournissant des informations sur la maladie. Le nombre de cas confinés d'Ebola au Congo est passé à 782 avec 181 décès, a indiqué le ministre congolais de la Santé dans un communiqué. Toutefois, le nombre de cas au Congo serait plus élevé car l'épidémie a été confirmée le 15 mai. Plusieurs semaines après son début présumé et le taux de couverture sanitaire de la recherche des contacts est de 56%, ce qui représente une forte baisse par rapport à la semaine dernière. En Afrique du Sud, le pays a rapatrié 2,745 ressortissants étrangers au cours de la semaine qui a suivi l'engagement du président Cyril Ramaphosa à durcir la lutte contre l'immigration clandestine. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur. Ce pays, qui constitue l'une des plus grandes économies d'Afrique, attire depuis longtemps des travailleurs migrants venus de tous les continents, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Cependant, avec un taux de chômage supérieur à 30%, le pays connaît régulièrement des poussées de tensions anti-immigrés, marquées ces dernières semaines par de nouveaux épisodes de violence. Des groupes de Sud-Africains armés de bâtons, de fouets et de boucliers ont défilé dans plusieurs régions du pays, exigeant que les étrangers dépourvus de titre de séjour quittent le territoire avant le 30 juin.
À Mozambique, des dizaines de petits bateaux de pêche sont ancrés dans les eaux calmes au large de la capitale Maputo, bloqués depuis des jours en raison de la flambée des prix du carburant qui empêche leurs propriétaires de sortir en mer. Depuis que le gouvernement a augmenté les prix au début du mois de mai en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement de nombreux pêcheurs du quartier tranquille des pescadors de Maputo n'ont pas eu les moyens de financer une sortie de pêche. Le conseil de Ngwa regroupe 1800 pêcheurs et près de 290 bateaux sur la Costa do Sol au nord de la ville. Les membres sont jeunes et vieux et sont pour la plupart des soutiens de familles qui n'ont pas d'autre travail. Début mai, l'autorité mozambicaine chargée de l'énergie a augmenté le prix de l'essence de 12%. En Somalie, la FIFA s'est engagée à verser l'intégralité des honoraires de l'arbitre somalien Omar Artan qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis en raison d'une prétendue association avec des membres présumés d'organisations terroristes alors qu'il devait officier lors de la Coupe du Monde. Omar Artan a été interrogé pendant 11 heures par les services d'immigration américains à l'aéroport international de Miami avant d'apprendre qu'il ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire. Son passeport diplomatique et son visa américain à entrée unique ayant été rejeté. Renvoyé en Turquie par avion, il a reçu l'aide responsable de la FIFA à Istanbul avant d'embarquer sur un vol à destination de la Somalie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.